Bonjour, ceci est la leçon 17 du cours Origine et évolution des régimes démocratiques. Cette leçon va porter sur les régimes ultra-démocratiques du XXe siècle. De quoi il s'agit? Pourquoi cette appellation? Il y a des régimes autocratiques qui sont typiques du XXe siècle, parce que ce sont des régimes post-démocratiques. Ce sont des régimes politiques qui s'établissent après les révolutions françaises et l'influence qu'a eue la croyance en la démocratie qui se développe à partir de la Révolution française. Et ces régimes politiques, certains d'entre eux vont prétendre qu'ils réalisent la démocratie de façon beaucoup plus complète que ne le font les démocraties parlementaires qui existent au début du XXe siècle dans des pays comme la France ou la Grande-Bretagne, enfin des démocraties partielles, des régimes en voie de démocratisation et qui commencent à prétendre eux-mêmes. Bon, en France, très clairement, le régime prétend être une démocratie. En Grande-Bretagne, la prétention idéologique est moins grande, mais beaucoup de gens, déjà à l'époque, considèrent la Grande-Bretagne comme une démocratie, même si nous savons qu'il n'y a pas encore vraiment de suffrage universel et que donc il s'agit ni en France ni en Grande-Bretagne au début du XXe siècle et que donc il s'agit ou tout au plus de régimes en voie de démocratisation. Les régimes dont nous allons parler dans la prochaine leçon sont des régimes qui se sont opposés ouvertement au régime démocratique. Ceux dont nous allons parler dans la présente leçon sont des régimes qui s'y sont opposés aussi, mais qui s'y sont opposés en prétendant être des démocraties plus complètes, plus réelles que les démocraties parlementaires et qui effectivement le prétendent en prétendant réaliser l'égalité qui est un des principes de la démocratie, même peut-être le principe qui est le plus identifié au mot démocratie. Nous avons vu ça chez Tocqueville, nous avons vu ça quand nous avons parlé des démocrates du XIXe siècle, dont la revendication principale est le suffrage universel, donc l'égalité des citoyens. Ces régimes ultra-démocratiques, dont le premier, le plus important, apparaît avec la révolution russe de 1917, donc se prétend la réalisation finale, complète de Jean-Jacques Rousseau, du principe de l'égalité des citoyens et du pouvoir du peuple. La révolution russe, les révolutionnaires russes de 1917 se réclament explicitement de la Révolution française et prétendent être les héritiers, les continuateurs de la Révolution française. Ce régime politique, qui s'établit donc en Russie après 1917, il est le produit de trois phénomènes principaux. L'héritage doctrinal du socialisme révolutionnaire du XIXe siècle, dont nous avons déjà parlé. Il est le résultat d'un phénomène nouveau au début du XXe siècle, un nouveau type de parti politique qui est inventé par un Russe du nom de Lénine, et il est les conséquences de la Première Guerre mondiale en Russie. Donc je vais considérer ces trois facteurs explicatifs et ensuite parler des caractéristiques de ce régime politique et des conséquences qu'il a pour l'ensemble de l'évolution des démocraties au cours du XXe siècle. Alors d'abord, je parle de l'héritage doctrinal du socialisme révolutionnaire. Nous avons déjà parlé du socialisme qui apparaît dans la première moitié du XIXe siècle en réaction au développement du capitalisme et aux conséquences sociales du développement du
capitalisme. Et je vous ai dit, il y a deux variantes de socialisme. Un socialisme radical, plus révolutionnaire, qui est le plus ancien, un socialisme plus modéré qui va apparaître plutôt dans la deuxième moitié, ou même dans les dernières années du XIXe siècle, qui se présente comme plus réformiste. Alors, le socialisme révolutionnaire, il vise l'abolition du capitalisme par la révolution faite par les prolétaires contre la bourgeoisie, révolution qui doit abolir la propriété privée des moyens de production et réaliser ainsi véritablement l'égalité entre tous les membres de la société. Alors, à la fin du 19e ou au début du 20e siècle, dans les pays capitalistes les plus avancés d'Europe occidentale, en Grande-Bretagne, en France ou en Allemagne, c'est la variante modérée et réformiste du socialisme qui commence à se mettre à s'exprimer par la création du Parti travailliste en Grande-Bretagne, des grands partis sociaux-démocrates, qui se déclarent socialistes en France, social-démocrates en Allemagne, qui en fait sont de plus en plus des partis réformistes, même s'ils continuent à avoir une phraséologie révolutionnaire. Dans le contexte de la Russie, qui est un pays beaucoup plus pauvre, avec un régime beaucoup plus oppressif, un pays où avant 1905 il n'y a aucune élection, et après 1905 il y a des élections, mais avec un système extrêmement inégalitaire pour élire une assemblée qui n'a presque aucun pouvoir. Dans ce contexte, il était logique que ce soit la forme à la fois primitive et la plus radicale du socialisme qui soit dominante. Je dirais les socialistes de la Russie du début du XXe siècle, alors que le capitalisme est en train de commencer son développement en Russie, ces socialistes ont une idéologie qui ressemble à celle des socialistes 70 ans plus tôt, 80 ans plus tôt, dans les pays qui sont devenus capitalistes et qui se sont industrialisés avant la Russie. Alors, ces socialistes radicaux, révolutionnaires en Russie, ils se disent marxistes. Tous les socialistes se disent marxistes, plus ou moins, même les socialistes modérés dans les pays d'Europe occidentale. Par rapport à la vision théorique de Marx, la révolution qui va être réalisée par les bolcheviks, les socialistes radicaux en Russie, cette révolution, elle est très éloignée de ce qu'avait prédit Marx, puisque dans la vision historique de Marx, la révolution prolétarienne devait avoir lieu dans le pays ou les pays capitalistes les plus avancés, les plus développés, lorsque le capitalisme devient incapable d'assurer la poursuite du développement des forces productives, et donc il faut passer à une étape suivante dans cette vision, je vous ai dit, qui vient en fait de Hegel, pas l'idée que l'histoire de l'humanité doit passer par des étapes prédéterminées, et que on peut prévoir l'avenir de l'évolution des sociétés humaines. C'est le côté hegelien, je pense le moins intéressant de Marx. La prédiction de la révolution dans les pays capitalistes les plus avancés, la révolution en Russie, ce n'est vraiment pas, ça ne correspond vraiment pas à cette vision, ce qui permet à la Russie, je dirais, de réaliser la révolution dans un contexte que la théorie n'avait pas prévu. C'est les deux autres facteurs explicatifs que je vous ai annoncés en commençant. Le parti léninien, le parti inventé par Lénine, et les conséquences de la guerre en Russie, puisque la révolution en 1917 a lieu pendant la Première Guerre mondiale, alors que la Russie est engagée très profondément dans la guerre, avec des conséquences catastrophiques pour elle-même. D'abord, qu'est-ce que c'est le parti léninien
c'est une invention d'un militant socialiste radical, se déclarant marxiste, se déclarant fidèle à Marx, même si finalement ce qu'il va réaliser est assez différent de ce qu'avait prévu celui qui l'inspirait dans la qui inspirait explicitement son action, celui dont il se réclamait explicitement. Alors, dans un livre écrit en 1902, donc au tout début du siècle, et intitulé « Que faire ?», Lénine explique que pour réaliser la révolution, il faut créer un nouveau type de parti politique qui soit un parti discipliné, organisé pour la lutte contre un régime oppressif. Les partis politiques existent déjà dans les pays où il y a des élections. Je vous ai expliqué assez longuement pourquoi, dans un système politique où il y a des élections, se développent inévitablement des partis politiques qui sont des organisations pour gagner des élections et pour faire voter ensemble des élus dans des assemblées. Qu'est-ce qu'on fait dans un pays où il n'y a pas d'élection? On crée un parti politique qui soit capable de lutter non pas contre d'autres partis politiques pour gagner des élections, mais contre la police secrète du tsar. Et donc on crée un parti politique qui a une structure copiée d'une certaine façon, imitée de celle d'une police secrète, pas avec des unités, des cellules dans le parti qui ne se connaissent pas entre elles, pour que si certains membres du parti sont capturés par la police qui les oblige à parler, ils ne peuvent pas révéler l'ensemble de l'organisation du parti. Et il faut une structure extrêmement disciplinée avec des chefs qui ont la possibilité de faire fonctionner ce parti un peu comme une police secrète ou un peu comme une organisation dans une lutte armée. Et c'est une des grandes inventions politiques du XXe siècle. Je vous l'ai annoncé déjà dans une leçon précédente. Il y a deux grandes inventions politiques du XXe siècle. C'est le parti léninien, le type de parti politique inventé par Lénine, et l'intervention économique de l'État, enfin sur une échelle beaucoup plus grande que dans la période précédente. Alors, ce parti léninien, il est un instrument de conquête du pouvoir, et il le devient effectivement en 1917 en Russie. Il devient ensuite un instrument d'exercice du pouvoir, et ça devient cette chose étrange, les partis uniques. Nous sommes habitués à cette expression, pas qu'il y a eu au cours du XXe siècle, il y a encore un peu aujourd'hui, des pays où il y a un parti unique qui est au service du gouvernement. L'idée de parti, au départ, c'est l'idée de division. C'est l'idée qu'il y a plusieurs groupes dans une vie politique ou dans un parlement. C'est pour ça que ça s'appelle un parti. L'expression parti unique, en certaine façon, est une contradiction dans les termes, mais nous sommes habitués à l'utiliser et donc nous allons continuer à le faire. Le parti instrument de conquête du pouvoir devient, après 1917 en Russie, un instrument d'exercice du pouvoir. Et c'est une solution, c'est la solution typique du XXe siècle à un problème que nous avons déjà rencontré à propos des deux Napoléons, Napoléon Ier, Napoléon III en France. Comment fait-on dans un pays où il y a des élections? Les gens s'attendent à ce qu'il y ait des élections et le régime politique qui prétend gouverner au nom du peuple, l'empereur, il prétend gouverner au nom du peuple, il ne peut pas abolir complètement les élections. Alors on trouve des procédés pour que les élections continuent à avoir lieu
et qu'elle n'embête pas le dirigeant. Pas que le dirigeant puisse quand même faire ce qu'il veut. Alors, dans le cas de Napoléon Ier et de Napoléon III, ça prend la forme, de façon plus rigide sous le premier que sous le deuxième, d'élections dont le résultat est contrôlé par l'administration. Pas les gens votent, mais c'est l'administration qui décide quel va être le résultat de l'élection, quel type d'assemblée ça va donner. Alors, le parti unique est une solution beaucoup plus radicale qui consiste à organiser des élections en proposant un seul candidat aux électeurs et en interdisant à toute parti d'opposition de présenter des candidats. Ces partis, je les appelle léniniens parce qu'ils ne sont pas toujours léninistes. Pas cette formule qui a été utilisée par des partis communistes dans beaucoup de pays pour exercer le pouvoir après l'avoir conquis. Cette formule, elle va être utilisée par d'autres régimes politiques autocratiques avec le même but, de pouvoir tenir des élections, faire semblant d'avoir des élections parce qu'on ne peut pas ou on n'ose pas nier complètement l'idéologie démocratique. Alors, ce qui est typique du XXe siècle, c'est que les tyrans doivent prétendre qu'ils gouvernent au nom du peuple. Et le parti unique, l'interdiction de tous les autres partis politiques pour exercer le pouvoir, ça n'a pas été fait seulement dans les régimes communistes, ça a été fait aussi par Hitler en Allemagne, par Nasser en Égypte, par le Shah d'Iran avant 1975, ça a été fait par Saddam Hussein en Irak, ça a été fait par un grand nombre de dirigeants africains après les indépendances des colonies des Européens en Afrique. C'est une formule qui est très très importante au XXe siècle et pas seulement le fait des partis communistes. Je crois que c'est pour ça qu'il faut savoir que ce que j'appelle les partis léniniens, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens à les appeler ainsi, mais je pense que c'est l'appellation logique, puisque c'est l'invention d'un homme qui a été reprise ensuite. Hitler lui-même, pas qui détestait les communistes et qui s'opposait à la révolution communiste, disait que le parti nazi qu'il a dirigé et qui lui a permis ensuite d'exercer le pouvoir était copié de l'idée de Lénine du parti unique. L'autre phénomène qui va permettre l'arrivée au pouvoir des bolcheviks, donc de ces socialistes radicaux en Russie, c'est la guerre. Bon, alors la guerre, elle commence en août 1914 pour la Russie, comme pour les autres principaux pays européens. Pour la Russie, c'est une longue suite de défaites face à l'armée allemande. C'est des souffrances pour les soldats, pire que pour les soldats des armées occidentales, des armées allemandes ou françaises ou britanniques ou canadiennes dans le nord de la France. Cette guerre qui a été spécialement terrible pour les soldats et qui l'est encore plus probablement pour les soldats russes que pour les autres soldats dans les pays européens à cause de la pauvreté de la Russie et de l'inefficacité du système de ravitaillement. Le problème des soldats, c'est pas seulement le risque d'être tué, c'est la misère matérielle, les conditions de vie épouvantables au front, la façon dont on est soigné quand on est blessé, le nombre de blessés qui meurent parce qu'ils ne sont pas soignés convenablement, tout ça, les armées des pays occidentaux dans le nord de la France l'ont connu, l'armée russe l'a connu encore plus que les armées des pays occidentaux. En mars 1917 a lieu la révolution dite de février, qui a lieu en mars, pas le calendrier russe est décalé par rapport au calendrier occidental.
des émeutes populaires ont lieu à Pétrograd, la capitale de la Russie, qui a changé de nom au début de la guerre parce que ça s'appelait Saint-Pétersbourg. Cette ville s'appelle de nouveau Saint-Pétersbourg aujourd'hui en Russie. Mais au début de la guerre, Saint-Pétersbourg, ça avait l'air allemand, alors ça a été débaptisé pour devenir Pétrograd. Ça ne va pas rester Pétrograd pendant très longtemps. Ensuite, ça va devenir Léningrad sous le régime de l'URSS et c'est redevenu Saint-Pétersbourg depuis le démembrement de l'URSS et la nouvelle indépendance de la Russie. Donc, il y a des émeutes populaires à Pétrograd, il y a des très grand nombre de mutineries de soldats au front. Le tsar est renversé, et assez facilement, et se met en place un gouvernement provisoire qui est une coalition entre un certain nombre de gens, de monarchistes qui espèrent sauver le régime monarchiste d'une façon ou d'une autre, de libéraux, de socialistes modérés, qui essaient de poursuivre la guerre, qui font cette chose tellement difficile, faire une révolution dans un pays qui est en guerre. Ils n'y arrivent pas. En novembre 1917 a lieu la révolution dite d'octobre, pour la même raison de décalage de calendrier que pour la révolution de février. La révolution d'octobre, qui en fait est un coup d'État. C'est un coup d'État fait par un petit groupe idéologique, les bolcheviks, dirigés par Lénine, et ce petit groupe s'empare de la totalité du pouvoir. Alors, leur victoire s'explique vraiment par la guerre et le parti léninien. C'est-à-dire, la guerre a détruit le régime tsariste. Les bolcheviks n'ont pas renversé le tsarisme, ils n'auraient pas été capables de le faire. C'est la catastrophe de la guerre qui a fait s'effondrer le régime tsariste, et ceux qui ont succédé à ce régime, qui ne sont pas capables de faire face à la situation, le groupe politique le mieux organisé, les bolcheviks, organisés par Lénine, sont ceux qui sont capables de prendre le pouvoir et donc de tenter de mettre fin à la situation de chaos qui ne va pas prendre fin tout de suite, mais ils vont prévaloir dans cette situation de chaos. Ils vont prévaloir parce qu'ils vont faire le choix que n'avait pas voulu, que n'avait pas osé faire le régime provisoire précédent, de mettre fin à la guerre face à l'Allemagne et d'accepter au début de 1918 un traité, le traité de Brest-Litovsk, qui met fin à la guerre dans des conditions catastrophique pour la Russie. Il y a clairement de la part de Lénine et de ses alliés l'idée que la révolution est plus importante que la nation et qu'il faut, pour sauver la révolution, sacrifier au moins provisoirement les intérêts de la nation. On a là un rare cas de mouvement révolutionnaire qui est ouvertement antinationaliste. Il y a très peu d'exemples au XXe siècle, même dans les autres pays où auront lieu des révolutions communistes, comme en Chine, comme au Vietnam, comme à Cuba. Les communistes, pour prendre le pouvoir, ont toujours été les alliés du nationalisme. Ils ont toujours utilisé le nationalisme. Dans le cas des communistes russes, on a un cas intéressant là de gens qui se déclarent internationalistes. C'est le thème pas venu du socialisme du XIXe siècle, la croyance que le prolétariat n'a pas de patrie et que la révolution socialiste doit être internationaliste, que le nationalisme et la nation c'est juste une invention de la bourgeoisie. Ils font ce choix-là, c'est un des éléments qui va leur permettre de réussir, parce qu'ils se débarrassent de la difficulté que représentait la poursuite de la guerre contre l'Allemagne. Ensuite, il y a la promesse de distribuer la terre aux paysans.
la théorie marxiste disait que la révolution devait avoir lieu dans le pays capitaliste le plus industrialisé, la Russie reste un pays où l'immense majorité de la population, ce sont des paysans vivant à la campagne. Ces paysans sont très rarement propriétaires de leurs terres, travaillent dans des grands domaines qui appartiennent à des grands propriétaires. La redistribution des terres aux paysans, évidemment, c'est populaire. Ça permet d'obtenir le soutien au moins d'une partie de la population. Les paysans russes ensuite sont expropriés par le nouveau régime dans les années 30 et ça va se passer très mal pour eux. Mais au départ, ce régime peut être populaire auprès des paysans, même si ensuite il va devenir un régime très très hostile aux paysans, au moins aux paysans indépendants. Ensuite, ils vont gagner dans la guerre civile. Il y a toute une série de mouvements de résistance qui s'organisent, soit organisés par des généraux de l'armée tsariste qui tentent d'organiser une résistance à la périphérie de la Russie, avec l'aide d'ailleurs des anciens alliés de la Russie dans la guerre contre l'Allemagne, qui essaient de garder la Russie dans la guerre, de faire rentrer la Russie dans la guerre. Pour l'Angleterre et la France, à la fin de 1917 ou 1918, la sortie de la Russie de la guerre est vue comme une catastrophe. Ça permet à l'armée allemande de concentrer toute son énergie face à ses adversaires sur le front occidental, d'où des tentatives pour aider des insurgés anti-bolcheviques qui luttent à la périphérie de la Russie. Il y a aussi des mouvements séparatistes. La Russie était un empire avec une population, il y avait une majorité de Russes, mais il y avait beaucoup de populations hétérogènes, soit par la langue, soit par la religion. Les bolcheviks vont gagner cette guerre civile parce qu'ils contrôlent le centre du pays et peuvent lutter en détail contre leurs différents ennemis qui se retrouvent à la périphérie, aussi parce que l'aide des pays occidentaux aux insurgés anti-socialistes ou anticommunistes en Russie a finalement été une aide assez limitée. Avec la fin de la guerre contre l'Allemagne, à l'automne 1918, les Français et les Britanniques n'ont plus tellement de raisons d'essayer de changer le régime politique en Russie et ont peu de motivation pour continuer une autre guerre. La guerre contre l'Allemagne a été suffisamment épuisante. Donc, la guerre civile se termine en 1921. L'Ukraine, les régions du Caucase, l'Asie centrale perdent leur indépendance et sont réintégrés dans ce qui va devenir immédiatement après l'URSS, c'est-à-dire l'Union des républiques socialistes soviétiques, un certain nombre de pays qui faisaient partie de l'Empire russe avant 1914, la Finlande, la Pologne, et les 3 États baltes qui deviennent indépendants. Les États baltes vont perdre leur indépendance après la Deuxième Guerre mondiale et vont la retrouver après 1991, après l'effondrement de l'URSS. Ils sont indépendants de nouveau aujourd'hui. Mais leur première indépendance entre 1921 et 1939, pour certains d'entre eux, ils sont réoccupés par les Allemands dans la guerre, puis ils sont libérés ou récupérés par l'armée soviétique en 1944-1945. Donc, le régime se stabilise à partir de 1921. Quels sont les caractères fondamentaux de ce régime? La première caractéristique, c'est le contrôle étatique de l'économie. Je vous ai dit qu'au XIXe siècle, les socialistes pensent souvent que l'État est un instrument de la bourgeoisie et que le socialisme doit pouvoir être établi contre l'État ou sans l'État. Et c'est un peu ce que pensait Marx, qui parlait du dépérissement de l'État comme la conséquence de la révolution. La révolution va mettre le prolétariat au pouvoir, collectiviser les moyens de production et va permettre le dépérissement de l'État
parce que l'État était l'instrument du pouvoir de la bourgeoisie, et donc on n'en aura plus besoin. Je vous ai dit aussi que au XIXe siècle, il y a eu au moins un des penseurs, des fondateurs du socialisme, un Allemand du nom de Lassalle, qui lui pensait que l'expropriation des grands propriétaires devait entraîner la nationalisation des grandes entreprises, la nationalisation des moyens de production, et non pas leur décentralisation sous une forme coopérativiste quelconque. Alors, ces bolcheviks socialistes radicaux se déclarant marxistes en Russie, lorsqu'ils prennent le pouvoir, ils deviennent lassaliens. Ils ne le disent pas, évidemment. Lassalle n'est pas un auteur de référence acceptable pour eux. Et l'argument de Lénine, à ce moment-là, c'est l'économie de guerre allemande. Que pendant la Première Guerre mondiale, les économies ont été complètement contrôlées par les États, en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, et pour des raisons que j'ai évoquées rapidement dans la leçon précédente. Et donc, Lénine, quand on lui pose la question, qu'est-ce qu'on va faire des moyens de production quand on aura exproprié les grands propriétaires, il dit, l'État va organiser ça. On va appliquer le modèle de l'économie de guerre allemande, qui est, pendant la guerre, entièrement contrôlée par l'État, et même, dans le cas de l'Allemagne, par l'état-major. C'est l'armée qui contrôle la production économique en Allemagne. Donc, un modèle d'économie centralisée va être mis en place en URSS, qui n'était pas complètement fatal comme conséquence de l'idéologie socialiste du XIXe siècle, qui est rendue fatale par la situation de la guerre et du fait que le socialisme va tenter de se réaliser dans un pays qui n'était pas un pays très industrialisé et dans un pays qui est en guerre. La deuxième caractéristique du régime politique mis en place après 1917, c'est bien sûr le pouvoir du parti léninien, qui est en même temps léniniste dans ce cas-là, et le parti va vider de leur contenu toutes les autres institutions. C'est-à-dire, il continue à y avoir une administration, il continue à y avoir des institutions étatiques apparentes. Les vraies structures de pouvoir, c'est le Parti communiste, et le vrai chef du pouvoir, c'est le premier secrétaire du Parti communiste. Le Parti communiste va être celui qui prend le contrôle. Après la mort de Lénine en 1924, Staline, qui devient le premier secrétaire du Parti communiste, il va avoir une lutte contre un certain nombre de rivaux, et en fait, son contrôle du secrétariat du parti est ce qui va lui permettre de prévaloir sur ses rivaux et de devenir un dictateur absolu à partir de 1929 ou de 1930. On fait un jeu de mots sur l'URSS à ce moment-là. L'URSS, la théorie, c'est que c'est la dictature du prolétariat. Et en France, les gens mal intentionnés disent c'est la dictature du secrétariat. C'est le secrétaire, qu'apparemment un terme modeste, pas un détenteur modeste de pouvoir, qui est en fait le vrai patron. Et ça va rester le cas jusqu'à la fin de l'URSS. Enfin, l'URSS, elle a une structure fédérale apparente. L'appellation Union des républiques socialistes soviétiques est proclamée le 30 décembre 1922. En URSS, il y a une Russie qui a sa capitale à Moscou, comme l'URSS, mais à Moscou, il y a deux assemblées, il y a deux gouvernements parallèles, le gouvernement fédéral et le gouvernement de la Russie, qui est un des États fédérés, et puis il y a l'Ukraine, il y a Biélorussie, il y a la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan dans la région du Caucase, qui sont des républiques
de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et puis il y a des républiques en Asie centrale dont les noms et les limites d'ailleurs vont changer plusieurs fois au cours de l'histoire de l'URSS. Donc, il est inutile pour nous d'entrer dans ce genre de détails. Cette structure fédérale, elle n'est pas complètement sans intérêt, parce que finalement, les gouvernements des États fédérés n'ont aucune liberté de décision pour les choses vraiment importantes. Alors, le fonctionnement de l'économie, complètement contrôlé par Moscou, avec la planification économique centralisée, la sécurité, la défense, la police, tout ça dépend du Parti communiste contrôlé par Moscou. Les dirigeants communistes dans les républiques ont une certaine autonomie dans le domaine de la langue, dans le domaine du folklore, dans le domaine de la culture. Et d'une certaine façon, l'URSS va préserver les spécificités culturelles des différents groupes culturels ou ethniques qui existent en URSS. Le blocage de l'économie, la difficulté dans le mélange des populations, dans les pays occidentaux, c'est l'activité économique qui mélange les cultures et qui menace la préservation des spécificités culturelles. En URSS, le système a plutôt préservé les spécificités culturelles, et en 1991, quand l'URSS s'effondre, on découvre que cette structure fédérale, qui semblait complètement fictive pendant très longtemps, avait en fait une certaine réalité, que ce sont les républiques qui deviennent la structure de pouvoir, avec la situation que ça donne aujourd'hui, n'est-ce pas, avec une grande Russie indépendante, mais aussi une Ukraine, une Biélorussie, une Géorgie, une Arménie, un Azerbaïdjan, etc. En Asie centrale, un Kazakhstan, une Kirghizie, un Turkménistan, un Ouzbékistan et un Tadjikistan. Je ne crois pas que j'en ai oublié, qui sont devenus des États indépendants après 1991, parce que c'était les républiques constitutives de l'URSS avant 1991. Alors, ce régime politique, il va connaître une certaine évolution. Il y a une période de consolidation, y compris après la fin de la guerre civile, une ébauche de libéralisation économique pour essayer de reconstruire une économie qui fonctionne, la planification centralisée parfaite, pas réalisable tout de suite. Donc le régime donne l'impression de se modérer après 1921. En 1924, Lénine meurt. Je vous le disais tout à l'heure, Staline, premier secrétaire du parti, va devenir le décideur principal, mais ça va lui prendre un certain temps. Et avec l'affirmation du pouvoir absolu de Staline, le régime politique devient véritablement totalitaire. J'utilise ce mot maintenant, puis je vais l'expliquer, puis nous en aurons besoin aussi dans la leçon suivante. La collectivisation forcée de l'agriculture, elle est adoptée en 1929 et elle va être appliquée progressivement dans les années suivantes. Il y a des plans quinquennaux de développement de l'économie. En 1930, la collectivisation de l'agriculture est réalisée avec une brutalité très très grande contre les paysans récalcitrants. Tous ne le sont pas, mais beaucoup le sont. Souvent, c'était les paysans les moins pauvres, donc les moins inefficaces professionnellement, qui étaient les plus réticents à se faire déposséder de leurs biens. C'est eux qui sont réprimés, souvent exterminés de façon extrêmement brutale. Un des problèmes économiques de l'URSS, ensuite, ça va toujours être le déficit de la production agricole. Le stalinisme a détruit la paysannerie en Russie et n'est jamais arrivé à reconstruire une agriculture
une agriculture qui fonctionne, qui va être un des problèmes de l'économie de ce pays. En 1935 commencent les grandes purges dans le Parti communiste lui-même. Après 1935, sous Staline, être député au Soviet suprême à Moscou, donc membre du Parti communiste, membre important du Parti communiste, c'est devenu très dangereux, parce que Staline redoute toute forme d'opposition à l'intérieur du parti lui-même et élimine de façon violente un très grand nombre de membres du parti. Des camps sont créés, des camps de travail forcé qui sont à la fois un instrument de répression et, semble-t-il, dans l'idée de Staline, c'était que le travail forcé allait permettre d'accélérer le développement économique de l'URSS. Pas que dans une politique d'industrialisation forcée, de développement forcé, et que si on fait travailler des gens de force en les nourrissant le moins possible, c'est ça qui devrait permettre d'accumuler le maximum d'investissement pour développer l'économie. Ben, ça, c'est une chose qu'il faut retenir à propos de ce régime totalitaire comme des autres régimes totalitaires du XXe siècle. C'est que dans un régime totalitaire, le régime politique ne cherche pas seulement à se maintenir au pouvoir par la force. Il cherche à utiliser la force pour transformer la société selon un projet idéologique qui n'est pas toujours exactement le même dans tous les pays totalitaires qui ont existé au XXe siècle, et que dans ces régimes totalitaires, la violence n'est pas seulement un instrument de répression. Il ne s'agit pas seulement d'éliminer les gens qui sont résistants, opposés ou dangereux pour le régime politique. Il s'agit d'utiliser la violence pour transformer la société elle-même, pas la violence comme instrument de transformation de la société. On avait déjà un tout petit peu ça en France sous Robespierre au moment de la Grande Terreur, pas en 1793-94. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Alors que dans le cas de l'URSS ou dans le cas d'autres régimes totalitaires, ça va avoir une plus grande importance. Le mot totalitaire est utilisé par énormément de gens de façon très négligente. Vous avez des gens qui pensent qu'un régime politique doit être soit démocratique, soit totalitaire, que si ce n'est pas démocratique, ça doit être totalitaire. Évidemment, c'est une opposition qui est complètement fausse. Je pense que là-dessus, il est bon de respecter les conventions terminologiques d'un auteur comme Hannah Arendt, dans un livre très important, Les origines du totalitarisme, publié en 1951. Hannah Arendt insiste beaucoup sur le fait qu'un régime totalitaire, c'est pas seulement un régime autocratique, c'est pas seulement un régime dans lequel il n'y a pas de liberté, c'est un régime dans lequel le pouvoir politique absolu cherche à transformer la société, à utiliser son pouvoir absolu pour créer une nouvelle société correspondant à un idéal théorique. Pour Hannah Arendt, quand elle écrivait, il n'y avait que deux régimes totalitaires qui avaient existé au XXe siècle, c'est l'Union soviétique sous Staline et l'Allemagne de Hitler. Et que, avec la fin du régime nazi et avec la mort de Staline en 1953, il n'y aurait plus de régime totalitaire, que l'URSS ensuite devient, ça reste un régime autocratique, ça reste un régime dans lequel il n'y a pas de liberté politique, il y a même très peu de liberté dans beaucoup d'autres domaines, mais ça a cessé d'être un régime totalitaire. Peut-être qu'il faut l'appeler post-totalitaire. Un type original, nouveau de régime oppressif. Certainement, après
le livre de Hannah Arendt, il y a eu au moins 2 autres régimes totalitaires. C'est la Chine à l'époque de la révolution culturelle. Lorsque les communistes arrivent au pouvoir en Chine en 1949, ils mettent en place un régime politique qui n'est pas encore vraiment totalitaire. Il va le devenir à la fin des années 50, peut-être avec ce qu'ils ont appelé le grand bond en avant, et certainement à partir de 1965 avec la révolution culturelle. Là, il y a de la part de Mao la volonté d'utiliser son pouvoir pour créer une société complètement nouvelle en Chine. Ça n'a pas duré très longtemps. Le régime politique chinois, depuis peut-être 1972, sûrement la mort de Mao en 1976, si je ne me trompe pas, à un an près, ce régime politique, il est encore un régime autocratique à beaucoup d'égards, il n'est plus du tout un régime totalitaire. Et l'autre exemple de régime totalitaire, ça a été le Cambodge, avec Pol Pot, qui est mort de 1975 à 1979, qui là aussi a une utilisation de la violence pour transformer la société cambodgienne complètement, et quelque chose de tout à fait aberrant. Tous les régimes communistes ne sont pas devenus des régimes totalitaires, et la Corée du Nord pose un problème difficile parce que il n'y a plus vraiment de projet là non plus de transformation de la société, mais il y a une emprise du pouvoir politique sur la totalité de l'activité sociale qui ressemble passablement quand même à l'URSS de Staline. Alors, ce régime, il va s'adoucir un peu pendant la guerre, et il va durer, pour l'essentiel, jusqu'à la mort de Staline. Comme je vous le disais, après la mort de Staline, le régime soviétique devient beaucoup moins ambitieux, beaucoup moins brutal à l'intérieur. Il continue à y avoir beaucoup de prisonniers politiques, mais on a cessé de déporter les gens par millions en les sélectionnant un peu au hasard et en croyant que c'est un moyen efficace de développer économiquement le pays. Ce nouveau régime, établi en 1917, il va avoir une grande importance, une grande influence dans le monde. D'abord parce que il y a des partis communistes qui apparaissent dans d'autres pays, notamment en Allemagne ou en France. Les partis sociaux-démocrates ou socialistes se divisent entre ceux qui veulent devenir des alliés de l'Union soviétique et adhérer à la nouvelle internationale. Il y avait une internationale socialiste qui était la deuxième internationale. Il y en avait eu une première au XIXe siècle qui avait disparu, et il y avait la deuxième internationale qui réunissait des partis socialistes. Ces partis se divisent et certains d'entre eux adhèrent à la troisième internationale créée à Moscou par l'URSS. Et donc, notamment en Allemagne et en France, il se met à y avoir des partis communistes importants qui divisent le mouvement socialiste, pas entre socialistes radicaux, donc qui se déclarent communistes et qui déclarent officiellement leur solidarité avec le régime de l'Union soviétique, et des socialistes plus modérés, plus réformistes. Et ce régime de l'URSS, il va avoir une crédibilité très grande aux yeux de nombreux intellectuels. Et c'est son caractère ultra-démocratique qui explique cela. L'idée que, effectivement, l'égalité des citoyens, l'égalité juridique des citoyens, qui commence à se réaliser assez bien dans les pays occidentaux à partir du moment où il y a un suffrage universel, y compris pour les femmes, ce qui est le cas en Grande-Bretagne, aux États-Unis ou en Allemagne, ce qui n'est pas encore le cas en France avant la Deuxième Guerre mondiale, que l'égalité juridique, ça ne suffit pas, qu'il faut faire l'égalité économique.
et que l'URSS, dans des conditions très difficiles, à cause du sous-développement du pays, à cause des conséquences de la guerre, à cause des conséquences de la guerre civile, après la Révolution, etc., avec beaucoup d'excuses pour le fait que ça marche mal, beaucoup d'intellectuels dans les pays occidentaux vont penser que ce régime politique représente l'avenir, est une ébauche de ce qui devrait arriver aussi ailleurs. Cette croyance dans le caractère vraiment ultra-démocratique de ces régimes, qui correspondent à l'idéologie déclarée de ce régime, le fait de le prendre au sérieux, ça s'accompagne de la croyance dans l'efficacité économique de ce régime. Beaucoup de gens ont cru à l'efficacité économique plus grande des économies de type soviétique par rapport aux économies de type occidental. Beaucoup de gens ont cru ça jusque vers 1960, dans un pays comme la France. Beaucoup de gens ne le croyaient pas, mais il y avait dans les universités beaucoup de gens qui expliquaient que, bien sûr, pour la liberté individuelle, l'Union soviétique, c'était pas terrible, mais quand le développement économique de l'Union soviétique serait achevé, il pourrait réaliser la liberté individuelle et que l'Union soviétique allait dépasser économiquement les pays occidentaux parce que la planification centralisée, c'était certainement plus efficace que le libre marché incohérent pratiqué dans les économies capitalistes. Il y a un prestige de l'efficacité économique supposée, efficacité économique qui est réelle au début. La planification centralisée, ça permet au début de faire quelque chose de très efficace. Et l'industrialisation de l'URSS dans les années 30 va être effectivement très efficace et on va le constater dans la Deuxième Guerre mondiale, où l'Union soviétique se révèle beaucoup plus efficace face à l'Allemagne que l'avait été le régime des tsars dans la Première Guerre mondiale, et que c'est l'industrialisation forcée stalinienne des années 30 qui permet à l'URSS d'avoir une industrie d'armement remarquable pour développer notamment des tanks sensationnels, pas bien meilleurs que les tanks allemands, pour résister à l'invasion allemande à partir de 1941. Et l'idée de l'efficacité économique du système est renforcée aussi par le fait que l'Union soviétique, dans les années 30, échappe à la crise mondiale. La crise venue de l'effondrement boursier aux États-Unis en 1929 et qui se répand dans le monde entier est une crise des échanges internationaux, du marché mondial. Et l'URSS, elle est en dehors de ce marché. Et donc, elle ne subit pas les conséquences de la crise économique. Les Russes subissent les conséquences de l'oppression stalinienne et du développement des camps et des purges dans le parti. Les Russes n'ont pas du tout un sort enviable à cette époque-là, mais ils ne sont pas victimes des conséquences de la désorganisation des échanges économiques ailleurs dans le monde. Donc, la planification centralisée, c'est efficace au début. Je pense que ce que montre l'expérience de l'URSS, c'est que avec le temps, ça ne marche pas. Pas que ça peut marcher pendant quelque temps, que si ça dure trop longtemps, ça finit par se paralyser complètement. Je vais y revenir dans quelques minutes. Le prestige de l'URSS auprès d'un certain nombre de gens, ça va être aussi le rôle qu'elle joue dans la victoire contre l'Allemagne. C'est l'URSS qui a fait l'effort militaire le plus important dans la guerre contre l'Allemagne. L'URSS n'aurait pas gagné toute seule, elle a eu besoin de l'aide des Américains et des Britanniques. Mais c'est quand même l'URSS qui a fait l'effort principal contre l'armée allemande et un certain nombre de gens s'en rendent compte en Europe, le savent en Europe. Et les partis communistes vont tabler là-dessus beaucoup. Ils sont les partis du pays qui a gagné la guerre
contre le fascisme, contre le racisme nazi. Donc le régime communiste, il fascine un certain nombre de gens, plus en Europe continentale ou dans le tiers-monde que aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Pas les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, de la même façon qu'ils ont été peu influencés par la Révolution française. Ce sont des pays où on a le sentiment qu'on a des institutions politiques qui fonctionnent assez bien et qu'on n'a pas besoin de prendre de modèles chez les autres. C'est la réaction en Grande-Bretagne ou aux États-Unis face à la Révolution française. Ce sera la réaction aussi face à la révolution bolchevique. Ce qui n'empêchera pas à certains moments, notamment aux États-Unis, une espèce de paranoïa anticommuniste, l'idée qu'il y a des infiltrés communistes aux États-Unis qui sont très dangereux. Ce phénomène va exister, notamment au début des années 50. Mais il n'y a pas de grand parti communiste aux États-Unis. Il n'y a pas non plus de grand parti communiste en Grande-Bretagne. Les gens qui sont communistes de cœur en Grande-Bretagne, ils sont dans le parti travailliste, mais ce n'est pas eux qui contrôlent le parti travailliste. Ce régime, il s'effondre entre 1986 et 1991, et après avoir réfléchi une seconde sur l'influence qu'a eu dans les pays occidentaux ce régime, quand il existait, quand il prospérait, quand il semblait avoir la promesse de l'avenir de son côté, hein, ce régime, il s'effondre entre 1986 et 1991. C'est une surprise pour énormément de gens. C'est un des événements les plus imprévus, les plus surprenants qui soit arrivé au cours du dernier demi-siècle. Et cet effondrement, il a aussi des conséquences pour les pays, pour les régimes politiques, pour les pays occidentaux et même pour leur régime politique. Alors, l'explication, très rapidement, de cet effondrement, c'est que l'économie soviétique est stagnante. Comme je vous le disais tout à l'heure, la planification centralisée, ça donne des résultats spectaculaires au début, et les pays occidentaux l'ont fait pendant les guerres, une efficacité extraordinaire de l'économie américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou de l'économie britannique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ce n'est pas le libre marché capitaliste qui permet ça, c'est la planification étatique de l'économie. Et la planification étatique de l'économie, elle diminue après la guerre. Les États-Unis redeviennent un pays capitaliste, et la Grande-Bretagne, moins. C'est plus compliqué à cause de l'arrivée au pouvoir des travaillistes en 1945. Mais il n'y a pas l'idée que la planification centralisée est le meilleur moyen de contrôler une économie en permanence. Et l'idée que c'est un moyen efficace pour faire face à une crise particulière. Et ça marche dans les guerres, et ça marche en Union soviétique au début, et plus on s'éloigne du début, plus on avance dans le temps, plus l'économie soviétique se paralyse elle-même, devient incapable d'innovation ou d'adaptation. Et c'est flagrant depuis environ 1970. Et certains dirigeants soviétiques s'en rendent compte et se demandent qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de sortir de cette stagnation économique qui est très dangereuse parce que les pays occidentaux se développent efficacement. Même la Chine, à partir de 1978-79, tout en gardant un parti communiste au pouvoir, devient une économie très efficace, avec une croissance économique remarquable qui dure jusqu'à aujourd'hui, quasiment. Dans le cas de l'URSS, les choses sont de plus en plus difficiles. Les dirigeants qui cherchent à sortir de cette situation de paralysie mettent au pouvoir en 1985 un homme jeune pour l'époque, pour un dirigeant soviétique, un dénommé Gorbatchev, dont la mission est de ranimer l'économie, de faire des réformes économiques pour retrouver une efficacité économique que le système soviétique avait connue dans le passé et qui n'arrive plus à trouver depuis au moins
au moins une quinzaine d'années. Alors, Gorbatchev va tenter une série de réformes économiques extraordinairement timides et qui ne donneront rien, et va faire des réformes politiques plus audacieuses. Gorbatchev va faire un raisonnement, je crois, juste, que pour pouvoir améliorer l'économie, il faut que les gens puissent se plaindre. Il faut que, lorsque les choses ne marchent pas, les gens puissent protester ou proposer d'autres solutions. Donc il commence une libéralisation politique assez sérieuse, assez ambitieuse, alors que ces tentatives de réforme économique sont extraordinairement timides et ne changent rien à la planification centralisée. Donc ces réformes, au lieu d'améliorer le système, elles vont contribuer à le désorganiser davantage, et le déclin économique de l'URSS, non seulement il ne prend pas fin, mais il s'accélère sous Gorbatchev, ce qui va entraîner l'effondrement du régime, d'abord dans les pays communistes en Europe centrale, Pologne, Hongrie, Allemagne de l'Est, Tchécoslovaquie et Bulgarie, qui étaient et même Roumanie, qui étaient des satellites de l'URSS, c'est-à-dire où le régime communiste avait été établi par l'URSS après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, et maintenu plus ou moins de force quand il y avait des tentatives de changement. Gorbatchev ne cherche plus du tout à utiliser la force pour empêcher la transformation de ces régimes. Donc, ces régimes se transforment à très très grande vitesse, s'effondrent presque tous en 1989, et en 1991, c'est l'URSS elle-même qui s'effondre, où le régime communiste prend fin et où la fédération éclate, avec l'indépendance de l'Ukraine, de la Biélorussie, des différentes républiques et de la Russie la Russie elle-même. Alors, quelle est l'interprétation de l'échec économique? Pas la crise politique qui fait s'effondrer le régime communiste. Le déclenchement de cette crise, c'est la paralysie économique et la tentative de sortir de cette paralysie économique. Alors, pourquoi l'économie soviétique était-elle paralysée? Est-ce que c'est à cause de l'abolition de la propriété privée des moyens de production? Est-ce que c'est à cause de la planification centralisée? Ou est-ce que c'est à cause du parti unique? Alors, l'interprétation de beaucoup de gens en Occident, c'est que le problème, c'était la propriété publique des moyens de production, pas le fait qu'il n'y a pas de propriété privée en URSS. L'argument est le suivant. Dans les monarchies européennes traditionnelles, c'était les nobles, c'était l'aristocratie qui empêchait le pouvoir royal de devenir un pouvoir absolu. Avec Tocqueville, on retrouve cette idée chez lui, et Tocqueville, dans La démocratie en Amérique, dit ce qui, dans un régime démocratique, la noblesse ne peut plus jouer le rôle d'obstacle à la toute-puissance de l'État. Donc, ce qui doit jouer ce rôle, ce sont les associations, les associations de citoyens qui doivent être capables de se coordonner entre eux et donc d'être des pôles de résistance à la tentation de l'État central de tout contrôler. Cette idée tocquevillienne devient chez certains ultralibéraux du XXe siècle l'idée que les grandes entreprises, les capitalistes puissants, sont l'obstacle à la toute-puissance de l'État, et que donc, si on abolit la propriété privée des moyens de production, on crée des centres de décision économique, des dirigeants d'entreprise qui n'ont plus aucune autonomie, aucune force personnelle face à la puissance de l'État, et que donc le régime totalement autocratique, potentiellement totalitaire, était inévitable à partir du moment où on abolissait
la propriété privée des moyens de production. À cette théorie très répandue, il y a, je crois, une objection qui peut être faite. C'est l'idée que le problème, c'était la planification centralisée. Et est-ce que la planification centralisée était la conséquence inévitable de l'abolition de la propriété privée des moyens de production? D'une certaine façon, Lassalle, dont je vous ai parlé, qui est très important pour comprendre le XXe siècle, même si c'est un auteur du XIXe, Lassalle était plus réaliste que Marx. Marx croyait que les producteurs allaient s'organiser entre eux et que l'économie socialiste allait être naturellement décentralisée, que ça allait fonctionner tout seul. Lassalle, comprenant que l'expropriation des grands capitalistes, ça voulait dire la nationalisation et donc le contrôle de l'économie par l'État, d'une certaine façon, il était plus réaliste. C'est moins difficile de faire ça que de faire des régimes de coopératives ou d'entreprises qui ne sont pas des entreprises appartenant à des grands propriétaires capitalistes et qui soient décentralisées. En même temps, ça a été fait partiellement. Ça a été fait en Yougoslavie. Ça n'a pas été une réussite spectaculaire. La Yougoslavie communiste, ça s'est mal terminé, mais ça s'est mal terminé un peu pour d'autres raisons. Et lorsque la Yougoslavie était un pays communiste comme les autres pays communistes d'Europe centrale, l'économie était beaucoup plus décentralisée en Yougoslavie que dans les pays communistes fidèles à l'URSS, et le niveau d'oppression de la population était sans doute moins grave en Yougoslavie que en Tchécoslovaquie ou en Hongrie à certaines époques, même en Pologne à certaines époques, certainement qu'en Roumanie, qui est le régime communiste qui sera le plus oppressif dans les années 1980, à la fin des régimes communistes européens, qui a tendance à s'adoucir progressivement. Celui qui ne s'adoucit pas, c'est celui de la Roumanie. Les Tchécoslovaques ou les Hongrois, à un moment ou à un autre, dans les années 50-60, leur rêve, c'était de devenir la Yougoslavie, d'avoir le même degré d'indépendance et le même niveau de décentralisation de l'activité économique que la Yougoslavie. Donc, la Yougoslavie est un exemple intéressant pour réfléchir à comment peut-on supprimer la propriété privée des moyens de production sans créer une planification centralisée extraordinaire. Et d'une certaine façon, la Chine est un autre exemple de cela. Pas que la Chine n'a jamais eu, elle a eu un régime communiste, y compris un régime communiste extrêmement oppressif, totalitaire après 1965, mais la Chine n'a jamais eu une planification centralisée qui prétend régler dans les moindres détails toute la production économique sur l'ensemble du territoire, qui était le modèle de l'économie soviétique. Et enfin, il y a des pays où, sans tout nationaliser, on nationalise certaines choses et on laisse d'autres choses fonctionner sur le modèle de l'économie capitaliste, une économie capitaliste qu'on réglemente d'une façon ou d'une autre, avec des règles sur les prix, des règles sur le travail, les conditions de travail des employés, etc. Les économies du nord de l'Europe, la Grande-Bretagne quand elle est gouvernée par les travaillistes, les pays scandinaves, l'Allemagne dans une large mesure, la France aussi, un peu moins, qui fait un mélange entre une économie publique et une économie privée. Vous savez, le radicalisme de tout par l'État ou le radicalisme de tout par le marché sont tous les deux presque certainement des erreurs en économie. Et que l'expropriation des grands propriétaires en Russie aurait probablement pu être faite sans cette planification économique centralisée s'il n'y avait pas eu le modèle de l'économie de guerre allemande imité par Lénine et ensuite l'obsession de Staline de tout contrôler
par ambition totalitaire, beaucoup plus que par souci d'efficacité économique. Et que c'est la centralisation de l'économie qui a tué l'économie soviétique et le régime politique, finalement, plus que l'abolition de la propriété privée des moyens de production, qui est quelque chose qui peut être fait jusqu'à un certain point sans créer l'oppression systématique dans les pays où c'est pratiqué. Et enfin, l'autre caractéristique de ce régime politique, c'était le parti unique. Pas le parti unique qui aggrave la rigidité du système politique, du système économique, en empêchant toute forme de discussion libre ou d'objection libre ou de plainte lorsque les choses ne fonctionnent pas. Là, vous avez des gens qui dirigent l'économie, qui ont un pouvoir absolu, et personne n'a le droit de leur dire qu'ils se trompent. Ils ne peuvent jamais savoir si leurs décisions donnent des résultats satisfaisants, parce qu'on va toujours, le système politique impose qu'on leur dise toujours que le résultat est satisfaisant. De nouveau, nous verrons que, curieusement, il y a des formes de parti unique qui n'ont pas tout à fait cet effet-là. Mais le parti unique, bien sûr, a aggravé les conséquences économiques de la centralisation économique en URSS. Ce que Gorbatchev avait sans doute compris un peu, parce qu'il pense que la libéralisation politique est nécessaire pour essayer de redonner un dynamisme à l'économie. Et je vais terminer cette leçon en réfléchissant sur un argument qui m'étonne beaucoup. C'est l'idée qu'on retrouve chez Emmanuel Todd ou chez Piketty, même, qui fait allusion un petit peu, l'idée que la fin de l'URSS, en mettant fin à une des menaces qui s'exerçait contre le capitalisme, que la fin de l'URSS a permis le triomphe de l'ultralibéralisme individualiste dans les pays occidentaux après 1980, ce qui permet l'augmentation des inégalités après 1980. L'idée de Piketty que jusque vers 1980, les inégalités de fortune et de revenus ont tendance à diminuer dans les pays occidentaux et qu'elles augmentent de nouveau à partir de 1980. Observation qui est juste presque sans aucun doute. Et Piketty explique ça de beaucoup de facteurs, et il ne fait pas du tout de la fin de l'URSS le seul facteur, mais il en fait un des facteurs explicatifs. On retrouve la même chose chez un autre auteur français, je crois sérieux et intéressant pour comprendre le monde dans lequel nous sommes, qui est Emmanuel Todd. Alors, l'ultralibéralisme, dominant idéologiquement et presque politiquement depuis les années 80, qui existait avant, mais qui n'était pas dominant, qui le devient dominant. À partir de 1980, dans les pays occidentaux, principalement en Grande-Bretagne et aux États-Unis, mais aussi dans une certaine mesure dans les autres, c'est l'erreur symétrique de l'erreur qu'a représentée l'URSS. L'URSS, c'est un régime ultra-démocratique dans lequel on pense que la démocratie, c'est juste l'égalité et qu'on doit réaliser l'égalité absolue, que rien d'autre ne compte, pas que la liberté, l'état de droit, le gouvernement par délégation, tout ça, ça n'a pas d'importance. Le seul objectif, c'est de réaliser l'égalité. Si on essaie de faire ça, on crée un monstre, on crée quelque chose qui ne fonctionne pas et on ne réalise même pas l'égalité. Parce que l'inégalité dans le régime communiste de l'URSS était très très grande entre les détenteurs du pouvoir politique et les autres. Ce n'était plus la richesse qui déterminait les inégalités de droit
entre les personnes. C'était la position dans l'appareil politique. Est-ce qu'on est membre du Parti communiste ou est-ce qu'on ne l'est pas? Et dans le Parti communiste, est-ce qu'on est un dirigeant, très haut ou moins haut ou pas haut? C'était ça, l'inégalité. Et c'était une inégalité très très grave, y compris dans les conditions de vie, y compris dans la possibilité d'avoir un logement, la possibilité de consommer certains produits, de voyager à l'extérieur, etc. L'inégalité, elle était très très grande, elle n'était pas fondée sur l'inégalité des propriétés, puisqu'il n'y avait plus de propriété. L'ultralibéralisme des années récentes, il me semble, fait la même erreur avec la liberté, avec l'idée que la démocratie, c'est la liberté, et qu'il faut faire la liberté absolue, et que toute forme de limitation de liberté doit être éliminée. Alors d'une part, on n'y arrive jamais complètement, et ensuite, en exagérant la liberté de certains, on limite la liberté des autres. C'est-à-dire que le principal obstacle à la liberté de beaucoup de gens dans notre société occidentale, ce n'est pas la toute-puissance de l'État, c'est la puissance des gens qui ont beaucoup de pouvoir économique et qui, au nom de la liberté, limitent la liberté de tous les autres. Donc, en croyant faire une démocratie qui ne se préoccupe que de l'égalité, on détruit le reste et on ne réalise même pas l'égalité, c'est ce qu'a montré l'URSS, en essayant de faire une démocratie qui ne se préoccupe que de la liberté, ce qui est un peu l'idéologie des ultralibéraux, en faisant une démocratie qui ne se préoccupe que de liberté, on détruit l'égalité, on détruit beaucoup d'autres choses et on ne réalise même pas la liberté pour énormément de gens. Il y a énormément de gens qui se retrouvent avec moins de liberté dans une société ultralibérale que dans une société qui ferait un équilibre entre les différentes composantes nécessaires des régimes démocratiques. Égalité et liberté. Donc il y a une sorte de symétrie, si vous voulez, dans l'opposition entre l'ultra-égalitarisme des régimes communistes du passé et l'ultra-libéralisme de, non pas vraiment nos régimes politiques, mais de ce que certains voudraient que soient nos régimes politiques, de l'idéologie assez influente ou très influente dans le monde dans lequel nous sommes. Alors, est-ce que c'est la fin de l'URSS qui a permis la floraison de cet ultralibéralisme? Il me semble qu'il y a une objection très importante à faire à ça, qui est une objection chronologique. C'est que l'URSS, elle prend fin en 1991. Il est à peu près clair en 1989 qu'elle a cessé d'être dangereuse. Et elle commence à se transformer visiblement en 86. L'ultralibéralisme arrive au pouvoir idéologiquement avec Margaret Thatcher en Grande-Bretagne en 1979 et avec Ronald Reagan aux États-Unis en 1981. Donc ça s'est fait avant la fin de l'URSS et à une époque au contraire où le discours chez les intellectuels et chez les dirigeants politiques des pays occidentaux était un discours légèrement paranoïaque sur la menace soviétique. Quand l'armée soviétique pénètre en Afghanistan à la fin de 1979, on tient dans les pays occidentaux un discours absolument extraordinaire sur l'Union soviétique qui est en train de partir à la conquête du monde. J'exagère à peine. J'ai vécu cette époque-là, je l'ai vécu avec étonnement. Je l'ai vécu en trouvant toujours qu'il y avait une exagération extraordinaire. Les nouvelles conquêtes de l'Union soviétique, les nouveaux satellites de l'Union soviétique, c'était l'Afghanistan, c'était le Sud-Yémen, c'était l'Éthiopie, c'était le Nicaragua. Vous avez un catalogue là, des pays parmi les plus pauvres du monde, alors que l'Union soviétique avait
perdu complètement son influence en Chine, pas la Chine qui est quasiment devenue un allié des pays occidentaux à cette époque-là, face à l'URSS. L'URSS avait perdu son influence en Égypte au début des années 1970, alors que l'Égypte était un allié très important pour l'URSS dans l'ensemble de la région du Moyen-Orient. Donc finalement, l'idée que l'URSS était plus puissante que jamais, plus menaçante que jamais, était une idée exagérée au début des années 80, mais c'était le discours du début des années 80. Donc l'idée que la fin de la crainte de l'URSS a entraîné la montée de l'ultralibéralisme, ça se heurte à une difficulté, c'est que l'ultralibéralisme, il était en train de monter à une époque où il n'y avait pas du tout la perception du déclin de l'URSS. Ce qu'il y avait déjà un peu, c'était le déclin des partis communistes. Dans les deux pays occidentaux où il y avait des partis communistes importants, c'est-à-dire la France et l'Italie, où il est clair, là déjà dans les années 1970, pas que ces partis communistes, qui n'ont pas du tout disparu, qui restent assez importants au point de vue électoral, mais qui sont en perte de vitesse du point de vue de leur influence idéologique dans la société, et surtout qu'ils plafonnent, qu'ils ne vont pas progresser au point d'avoir la moindre chance de prendre le pouvoir dans un pays, dans un pays occidental. Et ça, c'est assez clair. Et d'une certaine façon, ce qui a peut-être favorisé les politiques interventionnistes et égalitaristes dans les pays occidentaux après la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas tellement la crainte de l'URSS, c'est la crainte du communisme. En France, en Italie et en Allemagne. En Allemagne de l'Ouest, il n'y a pas de parti communiste important. Mais dans les années 50, ce n'était pas évident que ça ne deviendrait pas le cas. Parce qu'avant 1933, il y avait un parti communiste très important en Allemagne. Et l'Allemagne semblait être un bon candidat pour devenir un pays qui lui aussi serait influencé très profondément par le Parti communiste. Nous verrons rapidement plus tard pourquoi ça n'a pas été le cas. Donc, dans les politiques d'aide américaine à l'Europe occidentale, à la fin des années 40 et dans les années 50. Et cette aide américaine qui favorisait l'intervention des États dans les économies. Une aide américaine qui n'était pas du tout, à l'époque, mise au service d'un ultralibéralisme. Il y avait l'idée que pour défendre le capitalisme et la liberté contre la menace communiste, il faut des États qui jouent efficacement leur rôle dans l'économie. Pas que cette idéologie-là, sans doute, est liée à l'existence d'une menace communiste perçue dans certains pays occidentaux, menace communiste qui est associée à l'URSS. Mais dans le cas de la fin des années 80, la fin des années 70, que la menace soviétique en Afghanistan joue un rôle pour préserver ou pas préserver les politiques sociales dans les pays occidentaux, il me semble que le lien qui a été fait qui est fait encore par certains aujourd'hui, entre la fin de l'URSS et la dégradation de la justice, ce lien, je crois qu'il est faux. Mais en même pas que c'est pas grâce à l'URSS, à l'existence de l'URSS, que les pays occidentaux ont eu pendant longtemps des politiques économiques préoccupées de justice sociale ou préoccupées de limitation, de réduction des inégalités. Je pense que les facteurs d'explication, ils sont multiples et ils sont ailleurs. Mais je voudrais terminer sur une note de nostalgie personnelle. Je sais que entre 1989 et 1991, quand il est devenu évident que l'URSS était en train de s'effondrer, j'avoue que j'étais moi-même extrêmement optimiste sur l'avenir des gouvernements sociaux-démocrates dans les pays occidentaux. Que une des accusations qui était faite perpétuellement contre les politiques social-démocrates,
c'était de dire vous allez nous conduire à un système ressemblant à celui de l'URSS. Et qu'avec la disparition de l'URSS, ça allait permettre aux partis sociaux-démocrates occidentaux, qui n'étaient pas du tout des admirateurs de l'URSS, mais qui étaient toujours accusés par leurs adversaires de représenter un danger de soviétisation de la société, de la France ou de l'Italie, des pays occidentaux où le problème pouvait se poser. Que libérés de ce poids-là, du fait que leur idéologie, leur terminologie, que le mot socialisme était utilisé perpétuellement par l'URSS. L'URSS, c'était la patrie du socialisme. Alors, les socialistes dans le reste du monde étaient perpétuellement embêtés par la mauvaise réputation que faisait l'URSS à ce thème idéologique. Que donc ça allait leur permettre de prospérer beaucoup plus. Nous savons que ça n'a pas du tout été le cas. Et que les partis sociaux-démocrates ont périclité intellectuellement et je vais presque dire moralement, au point de vue de leur volonté politique, dans les pays occidentaux, au cours des 40 dernières années, ils ont périclité pour des raisons qui sont internes aux sociétés occidentales et je crois pas du tout à cause de la disparition de l'URSS. La disparition de l'URSS, ça aurait dû plutôt les aider, je crois. Ça n'a pas eu, malheureusement, pour mon jugement politique, cet effet-là. Je vous remercie de votre attention.